Bien, tout d'abord, nous avons laissé cette image à l'écran, mais je ne parle pas tout de suite de cette image, hein, on en parlera après. Et donc, n'ayez pas dans la tête d'essayer de faire un lien tout de suite entre ce que je vais dire et ce que vous voyez. Voilà, donc je vais partir de quelques-unes des remarques qui sont faites par Daniel Coste, qui est un co-auteur du CECR, du cadre, hein, je dirais CECR, dans un article de 2006 dont le sous-titre exprime clairement la perspective puisqu'il annonce un retour subjectif sur un parcours, c'est-à-dire sur le parcours de construction de ce cadre. Pour Coste, il est permis de penser que le résultat final, c'est-à-dire le CECR tel qu'il a été finalement diffusé, reste en partie composite. Et pour expliquer que cet instrument reste traversé, à y regarder de près, par des tensions possibles entre différentes modalités de son utilisation, Coste réfère à la fois aux finalités diverses de l'entreprise. Il s'agissait de mettre au point un outil d'étalonnage pour la comparaison des certifications internationales, l'élaboration d'une sorte de synthèse pour l'orientation méthodologique de l'enseignement-apprentissage des langues, et réfère aussi aux débats qui ont eu lieu entre des auteurs de cultures didactiques et linguistiques différentes. Des divers débats qu'il mentionne, nous retiendrons principalement pour notre propos ceux qui sont apparus, d'une part, quant à l'importance à donner dans le document aux échelles et niveaux de référence pour l'évaluation des compétences, d'autre part, quant à la caractérisation de la compétence à communiquer langagièrement, et enfin, quant à la mise en évidence des enjeux de la diversification des langues et de la visée plurilingue de l'apprentissage, jusqu'à quel point le cadre est-il, au bout du compte, relatif à l'apprentissage d'une ou de plusieurs langues étrangères. Ces quelques citations suffisent pour planter le décor de notre raisonnement. Mais nous laissons d'abord Coste préciser ce qu'il entend par différentes modalités d'utilisation du cadre. Il en distingue 4, mais nous nous limiterons aux 2 dernières qui nous intéressent directement. Donc la troisième, pour s'engager dans une perspective de développement d'une compétence plurilingue, et la quatrième, pour ne servir que, ou se servir des descripteurs relatifs aux différents niveaux de compétences à des fins d'évaluation ou de détermination d'objectifs. Ajoutons encore, pour éviter toute ambiguïté sur ce que peut signifier dans ce contexte la notion de développement d'une compétence plurilingue, un extrait du cadre lui-même, souvent cité, et à juste titre, qui est le suivant. L'approche plurilingue met l'accent sur le fait que, au fur et à mesure que l'expérience langagière d'un individu s'étend, que ce soit par apprentissage scolaire ou sur le tas, l'individu ne classe pas ses langues et ses cultures dans des compartiments séparés, mais construit plutôt une compétence communicative à laquelle contribue toute connaissance et toute expérience des langues et dans laquelle les langues sont en corrélation et interagissent. Cela correspond à la troisième et plus haute définition de éducation plurilingue que mon ami Beaco vous a citée tout à l'heure. Nous sommes exactement sur la même ligne. Comme on le sait, c'est la dernière modalité d'utilisation, et Beaco l'a rappelé aussi, c'est-à-dire les descripteurs de niveau, qui, et de très loin, a fait l'objet de l'attention la plus massive, et c'est bien la troisième, l'utilisation du cadre dans une perspective de développement d'une compétence plurilingue, qui a été la moins perçue. Et il est vrai que cette dimension vit, comme le formule Coste, et Beaco le disait encore hier, plutôt à côté ou en dehors du cadre, bien qu'il soit fait état de cette dimension dans les chapitres de l'ouvrage, elle est relativement peu mobilisée dans les usages attestés du cadre. Mais peut-on affirmer, comme le fait Coste dans cet article de 2006, que ces différents usages ne sont en principe nullement contradictoires et que le cadre de référence permet de les articuler,
ce n'est pas dans ce sens que j'irai. Et une autre formulation de Coste, un peu plus loin dans le même texte, me convient beaucoup mieux. Le cadre n'interdit pas des appropriations sectorielles de ces diverses composantes, et cela peut conduire à bien des formes de divergence. Il y a bien, à mon sens, une discordance entre ce qui apparaît comme le cœur d'un projet éducatif exprimé par le CECR, à savoir la perspective plurilingue, et les usages effectifs du cadre. Il en va de même d'ailleurs pour les portfolios qui, à de notables exceptions près, comme celui de Castellotti et al. 2004, ont été pensés en même temps que le cadre et en relation à ce dernier, et présentent les mêmes caractéristiques, je cite toujours Coste, un noyau dur, centré sur l'évaluation en niveau des capacités communicationnelles, et des éléments plus périphériques, touchant à la biographie langagière, aux stratégies d'apprentissage, à certaines dimensions culturelles. Avec les autres auteurs du CARAP, c'est-à-dire du cadre de référence pour les approches plurielles des langues et des cultures, voilà cet instrument, d'accord ? Donc, avec les autres auteurs du CARAP, je pense qu'une des causes de cette discordance tient à une incohérence interne au cadre, qui réside dans le fait que les outils les plus tangibles proposés, c'est-à-dire les niveaux de compétences, contredisent le discours qui est tenu sur la nécessité d'une perspective plurilingue, puisque ces outils s'appliquent à chaque langue particulière prise isolément. Par la voie de ces listes de descripteurs de compétences, le cadre continue, paradoxalement, de traiter la pluralité des langues comme une juxtaposition de langues et la compétence plurilingue comme la somme de compétences dans chacune des langues considérées. Autrement dit, si le CECR n'a pas pu faire entendre son message plurilingue, c'est certes pour de nombreuses raisons, dues aux représentations préalables du public visé, enseignants et décideurs politiques, mais c'est aussi parce qu'on ne l'a pas doté des descripteurs de compétences que mérite sa conception de la manière dont se construisent et s'enrichissent des registres plurilingues des apprenants. Le CECR a beau affirmer à plusieurs reprises l'unicité de la compétence plurilingue, a beau déclarer qu'il convient que les curriculums intègrent la perspective d'une sorte d'éducation langagière générale, où on pose que les connaissances linguistiques, les savoirs, et les capacités langagières, les savoir-faire, sont aussi bien que les savoirs apprendre, pour partie spécifiques à une langue donnée, mais pour partie aussi transversaux ou transférables. Les précisions nécessaires concernant le contenu de ces savoirs, savoir-être et savoir-faire transversaux ou transférables, et des savoirs, savoir-être et savoir-faire à développer pour que les transferts possibles s'effectuent, ne sont pas donnés. Ce traitement de détail est réservé à des compétences communicatives qui relèvent du langue par langue, celles que l'on trouve dans les échelles de niveau. Certains de ces savoirs, savoir-être et savoir-faire transversaux sont sans doute exprimés dans la section 5.1 du cadre du CECR, mais ils restent cantonnés à des catégories générales, sauf sur quelques points particuliers comme la conscience et les aptitudes phonétiques. Rien de comparable avec l'exhaustivité, la systématicité visée pour les échelles de descripteurs qui s'appliquent sur chaque langue isolément. Depuis la parution du CECR, les principes de l'approche plurilingue développés par le CECR ont été amplement développés dans les 2 guides successifs produits par le Conseil de l'Europe, celui qu'a mentionné Jean-Claude Béaco tout à l'heure, de la diversité linguistique à l'éducation plurilingue, etc., et le guide de 2010, toujours dirigé par Béaco,
qui s'intitule « Guide pour le développement et la mise en œuvre de curriculum pour une éducation plurilingue et interculturelle ». Pour utile qu'il soit, ce dépassement par le haut, et je reprends ici un terme utilisé par Jean-Claude Béaco dans le résumé de sa conférence, ce déplacement par le haut ne peut suffire, donc déplacement par le discours en quelque sorte, ne peut à lui seul conduire à la mise en œuvre concrète des idées novatrices avancées par le CECR en matière de plurilinguisme. Il doit être lui-même accompagné de la mise à disposition d'outils, pour le moins aussi explicites que les échelles de compétences du CECR, présentant sous forme de descripteurs précis ce qu'il serait souhaitable de développer chez les apprenants en termes de savoir, savoir-faire et savoir-être, dans le but d'assurer l'installation ou le renforcement d'une compétence plurilingue et pluriculturelle transversale, comme le dit déjà le CECR, et d'une éducation plurilingue et pluri- ou interculturelle, comme le disent les deux guides que je viens de citer. C'est à ce dépassement par le bas, cette fois, qu'ont voulu contribuer les auteurs de ce CARAP, du cadre de référence pour les approches plurielles, donc cet instrument dont je vais vous parler, qui ont travaillé à ce projet depuis 2004 au Centre européen pour les langues vivantes du Conseil de l'Europe à Graz. Voici quelques indications rapides sur l'origine de ce CARAP et sur les réalisations actuelles. Donc, les auteurs du CARAP, c'est cette diapositive-là, c'est très bien. Non, c'est bon, c'est bon. Hein. Les auteurs du CARAP sont partis du constat de l'existence, résultant de l'histoire de la didactique, de 4 approches qu'ils ont décidé de regrouper sous l'appellation approche plurielle. Comme vous avez pu le voir, il s'agissait de l'éveil aux langues, de l'intercompréhension entre les langues parentes, de la didactique intégrée et de l'approche interculturelle. Ces approches didactiques historiques que je viens de citer ont en commun une caractéristique que nous avons choisie comme définition de l'approche plurielle. Voilà cette définition. C'est-à-dire que nous appelons approche plurielle des langues et des cultures les approches didactiques qui mettent en œuvre des activités qui impliquent à la fois plusieurs variétés linguistiques et culturelles dans la classe. Comme on l'a vu, l'orientation plurilingue proposée par le CECR, puis par les deux guides de 2007 et 2010, nous demande d'encourager l'établissement des liens entre les langues lors des apprentissages. Mais par quel type d'approche est-ce que l'on peut y arriver? Comment y parvenir? Fondamentalement, nous distinguons 2 types d'approches. Des approches singulières, dans lesquelles on se concentre de façon isolée sur une langue ou une culture, et des approches plurielles, dans lesquelles on traite à la fois plusieurs langues et plusieurs cultures. Il est bien clair que seules les approches plurielles, qui permettent de travailler parallèlement sur plus d'une langue en classe, permettent d'établir de tels liens. Il est donc logique de penser que mon papier tombe. Il est donc logique de penser que si on cherche à établir une liste des savoirs, savoir-être et savoir-faire que ces approches permettent de développer, on obtient les descripteurs qui font défaut au CECR pour rendre compte concrètement de la perspective plurilingue qu'il préconise. C'est en tout cas ce que pensent les auteurs du CARAP. Les descripteurs du CARAP ont été établis de façon inductive
à partir de ce que les spécialistes de chacune des 4 approches plurielles considèrent comme des objectifs qu'ils poursuivaient. Un travail important d'analyse, de synthèse et de reformulation portant sur environ 1800 entrées, donc un travail inductif, empirique, a conduit au résultat que l'on peut aujourd'hui trouver en ligne. Voilà ce résultat. Je fournis 2 extraits pour chacune des catégories, c'est-à-dire pour les savoirs, les savoir-être et les savoir-faire, et je prends la version anglaise comme exemple pour éviter la traduction, en pensant que la plupart d'entre vous peuvent lire la version anglaise, ce que je vous invite à faire pour gagner du temps. Voilà. On a d'abord comme cela, tout ça est en ligne, hein, on a d'abord comme cela une vue d'ensemble des grandes catégories de savoir développées par les approches plurielles. Ensuite, si on clique sur la catégorie 1, K1, eh bien, on a le détail de cette catégorie. Vous pouvez lire un certain nombre de descripteurs. Je passe maintenant à un exemple de savoir-être, c'est-à-dire les attitudes en anglais. Il y a des problèmes pour les traductions d'une langue à l'autre, hein. Là aussi, vous pouvez regarder rapidement les grandes catégories. Nous allons visiter à 2, voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Et ensuite, les savoir-être, les savoir-faire, pardon, les skills en anglais. Je vous laisse le temps de lire. Je me permets d'ajouter simplement en 30 secondes, on voit très bien par exemple avec S3 que cette capacité-là, c'est quelque chose dont on a besoin pour mettre en relation les langues que l'on accumule au cours des apprentissages dans son propre registre. Donc c'est pour aider à apprendre les langues, en s'appuyant sur les langues qu'on connaît déjà. On va visiter un petit peu S3. D'accord ? Pour que les descripteurs soient utiles pour les enseignants, ils sont reliés, toujours en ligne, à une base de matériaux didactiques. Matériaux didactiques que l'on peut choisir à partir des descripteurs, c'est-à-dire qu'on peut chercher quelque chose sur Knowledge 1-2, hein, le savoir 1-2 ou le savoir 1-3-2, qu'on peut choisir en même temps à partir des approches. Est-ce que je veux quelque chose qui relève de l'intercompréhension plus particulièrement? À partir des langues qui sont utilisées comme langue d'enseignement dans le matériau didactique, parce que cette base est bien sûr plurilingue, enfin plutôt multilingue pour la base. Vous pouvez trouver des matériaux écrits en danois si ça vous intéresse. Et j'espère bien vite des matériaux en japonais. C'est ce à quoi je vous invite. On peut aussi choisir des thèmes. Par exemple, c'est pas grave, je vais vouloir travailler sur les animaux, ou bien sur les différences culturelles, ou bien sur la vie quotidienne. Donc je vais trouver des thèmes, hein, et aussi, bien sûr, les niveaux, puisque cette base de données, de matériaux didactiques, va de l'école maternelle jusqu'à l'éducation pour adultes. Nous avons actuellement 130 matériaux didactiques en ligne, et nous continuons à l'alimenter. Alors,
lorsque l'on a fait son choix, on tombe sur une description de l'activité didactique, et voilà, avec les descripteurs auxquels elle renvoie et différentes choses. Et on peut cliquer, clic, et on télécharge le matériel didactique qu'on a sélectionné. Voilà donc cet outil qui a encore quelques imperfections. C'est compliqué du point de vue technique, mais vous pouvez déjà l'utiliser. Évidemment, nous avons mis au programme le développement d'un kit de formation des enseignants. Ce kit sera aussi destiné à la formation en autonomie, c'est-à-dire que n'importe quel enseignant, à n'importe quel endroit du monde, pourra se former tout seul à ce genre d'approche. Et les formateurs pourront utiliser le matériel pour des sessions de formation. D'ailleurs, nous commençons à faire des sessions de formation maintenant. Voilà donc ce que c'est que le CARAP, ce que c'est que les matériaux qu'il met à disposition gratuitement, je le répète, pour qui veut s'en servir. Il est question d'une traduction, je crois qu'on peut le dire. Il est question d'une traduction en japonais des descripteurs du CARAP. C'est quelque chose qui va venir dans les mois prochains. D'accord ? Et j'espère que vous avez pu voir dans mon exposé que le CARAP se situe à la fois dans le prolongement du CECR, puisqu'il s'inscrit dans la perspective du développement d'une compétence plurilingue et pluriculturelle, et qu'en même temps, il constitue un dépassement du CECR, puisqu'il fournit des outils, des descripteurs que le CECR lui-même ne fournit pas. Merci de votre attention.